Yaurana Kuraura, dans un contexte particulier comme celui des îles, la préservation des ressources naturelles devient cruciale. Comment mieux exploiter l'eau de pluie, cette ressource précieuse, sur notre plateau? Ils sont là pour nous éclairer sur le sujet. Il s'agit de Paroé Tiriatit Ofa, élu formateur du SPCPF, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, et conseiller municipal de Rangiroa, une île où l'eau de pluie est précieuse. Yorana. Hey, Rona. Et puis de l'autre côté, nous avons Bernard Pelmans, qui est gérant de Rotopol, une entreprise bien utile dans la gestion de l'eau et son stockage. Yorana. Yorana. Comment stocker, filtrer et utiliser l'eau de pluie de manière efficace au quotidien sans avoir de gâchis? L'eau de pluie, une ressource précieuse à exploiter, c'est notre sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. En 2024, Météo France a comptabilisé une moyenne de 15 jours sans pluie par mois au Gambier, 22 jours sans pluie par mois aux Marquises. À imaginer recevoir cette ressource vitale qui est l'eau environ une fois tous les 4 jours et encore sans savoir à coup sûr quand et pendant combien de temps. Sur beaucoup d'îles, l'eau de pluie est récupérée dans des cuves, mais cela ne suffit pas forcément toujours. Justement, on va commencer avec une mise en contexte. Bernard, toute la population de Polynésie française n'a pas forcément conscience de l'importance de l'eau de pluie. Il y a une différence d'appréciation en fonction des lieux, en fonction des îles? Ah, tout à fait, puisque bien sûr, le privilège pour récupération d'eau, c'est bien sûr les îles du Vent, les îles sous le vent et les Australes. Et là où il y a des pénalités, c'est surtout aux Marquises et puis au Tuamotu. Voilà, ça c'est évident. Il y a un changement même en fonction des Marquises et des Tuamotu. Comme on l'a vu, il y a des jours sans pluie, donc ça devient encore plus complexe. Ah, tout à fait, ça devient plus complexe. Et donc maintenant, la seule possibilité pour améliorer la vie des gens et de la récupération d'eau, c'est d'augmenter les capacités de stockage. Oui, ça devient d'autant plus important pour des îles très très éloignées, comme dans les Marquises ou dans les Tuamotu par exemple, qui ne bénéficient pas d'eau, comme ici à Tahiti par exemple. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pelmans sur la mise en place de dispositifs de stockage. Ce sont les moyens les plus simples, les moins coûteux. Chaque population, chaque habitant des îles, Tuamotu aussi bien que les Marquises, peuvent se doter. Alors on se rend bien compte finalement de l'importance de cette ressource, mais comment ça se passe concrètement dans ces îles exactement, dans les communes, que ce soit des Tuamotu, des Australes, des Gambiers? Quelle est la difficulté concrète à accéder à l'eau potable? L'eau potable émane du statut de 2004. Lorsque le statut de 2004 a été toiletté, c'est à ce moment que les communes se sont vues dotées de nouvelles compétences, telles que l'eau potable, les déchets, le traitement des déchets et l'assainissement des eaux usées. C'est à partir de là que les difficultés se sont multipliées. Bah oui. Il ne faut pas simplement donner de l'eau buvable, mais de l'eau potable, et qui est régie par une réglementation locale de potabilité. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi pour donner de l'eau potable à sa population. Et pire encore, dans les situations des îles, comme les Tuamotu, nous n'avons pas de rivière, nous n'avons pas de captage d'eau, où on peut faire un traitement général et distribuer ça à toutes les familles. Justement, si on parle dans le cas concret, soyons pragmatiques, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on entend parler d'eau de pluie, mais vous ne mettez pas juste des seaux à l'extérieur. Il y a tout un système de captation de cette eau de pluie, de stockage. Comment ça se passe concrètement? Je pense qu'il est bon de rappeler que la population des Tuamotu, et M. Pelmans l'a connu dans les années 60, utilisait des bassines, des seaux, des cuves, des drômes de 200 litres pour des bidons de 200 litres en ferraille. Récupérer de l'eau. Donc, ce principe de vouloir stocker de l'eau de pluie est déjà traditionnellement connu de nos parents. Et c'est au fur et à mesure, avec la nouvelle technologie, que des citernes en béton ont vu le jour dans les Tuamotu. Des citernes collectifs, où on regroupait une citerne pour 3-4 familles avec le dispositif de financement du pays. Et viennent après les citernes plastiques, dont le gouvernement France, dans les années 80, avec l'État, ont amplement financé
la construction de ces citernes et la distribution, parce qu'on faisait payer les particuliers à hauteur de 10%. Donc aujourd'hui, c'est quoi la situation, Bernard, dans les îles? On a toujours ces infrastructures en béton? Est-ce qu'on a des infrastructures en plastique? Comment ça se passe concrètement? Il doit sûrement en rester des structures en béton, mais enfin pas énormément. Puis c'est pas très hygiénique. Parce qu'en fait, dans les citernes en béton que j'ai connues à l'époque, il y avait un peu tout dedans, hein, des margouillas, des cafards, il y avait un peu tout ça. Donc c'était pas vraiment quelque chose de potable. On le rappelle, hein, ça c'était à l'époque alors. C'était à l'époque. Ouais. Donc maintenant... Et puis, en plus, c'était vraiment une seule citerne, alors que là, les gens venaient chercher avec des seaux, alors que maintenant, c'est chez eux. Et ils récupèrent l'eau de leur toit. Ouais. Voilà. Donc, l'important aujourd'hui, c'est le dispositif de récupération de l'eau qui est important. Justement, parlant de ce dispositif-là, tu nous dis qu'aujourd'hui, les gens ont ce dispositif déjà chez eux, hein, un système de stockage. Comment ça se passe pour la collecte? C'est-à-dire qu'en toute logique, c'est l'eau qui tombe sur leur toit, qui est redirigée vers les gouttières et qui vont dans ce système de stockage? Et puis à partir de la gouttière, surtout à la naissance de la gouttière, on met des pré-filtres pour récupérer le maximum les feuilles, enfin les margouillas qui sont crevés, enfin bon, tout est cochonnerie. Ça, c'est vraiment le pré-filtre. Et puis après, l'eau se dirige vers la citerne, où là aussi, il y a une récupération des premières eaux, ce qu'on appelle les eaux pluviales, les eaux de lavage du toit, on va dire, voilà, qui est d'une capacité de 60 litres et qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Et cette eau-là, bien sûr, après, on peut la vidanger, on peut la vider. Et ça permet après d'avoir un stockage qui soit, on va dire, bien clair. Voilà. Donc ce stockage aujourd'hui, est-ce qu'il est adapté réellement au climat? Comme je le disais au début, Paroé, si on va sur le site de Météo France, on se rend bien compte que par mois, ce n'est pas tous les jours qu'il pleut, donc on ne peut pas collecter de l'eau tous les jours. Est-ce que ces systèmes sont aujourd'hui sans faille? Est-ce qu'ils sont adaptés au climat réellement? Je trouve que c'est un système qui s'adapte bien au changement du climat. Il faut simplement augmenter la capacité de stockage de l'eau. Actuellement, nos foyers sont dotés de 2 citernes, ce qui leur permet quand même d'avoir une certaine autonomie dans l'année. Et puis après, il faut parler aussi de l'engagement personnel des usagers. C'est-à-dire? L'eau, à l'époque, à 200 litres, qui est destinée à la consommation, on ne vidait jamais le fût de 200 litres. Hein, parce que chacun est responsable de l'eau et protège. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on a fourni en quantité, la tendance est de partir un peu d'augmenter la consommation. On ne se lave plus avec l'eau de pluie, on se lave avec l'eau de pluie. On ne lave plus avec l'eau de pluie, on lave avec l'eau de pluie. Donc, le stockage est venu améliorer aussi l'hygiène chez les particuliers parce qu'ils considéraient que l'eau de pluie, c'est un peu de l'eau salée, ça gratte un petit peu, on a des cheveux un peu stressés à la rasta, on n'aime pas trop ça. Donc finalement, aujourd'hui, c'est la sensibilisation, Bernard, qui est le plus important puisque donner accès à plus d'eau, ça incite à la consommation encore plus? Ah bah ça, c'est certain. Hein. À partir du moment où il y a des facilités, les gens en profitent. Ça, c'est un peu logique. Maintenant, c'est à eux de gérer leur... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans l'augmentation de la récupération de l'eau, il faut éviter de mettre des citernes trop importantes. Parce que le jour où la citerne elle est polluée, c'est tout qui est pollué. Tandis que là, si on divise le nombre de citernes, ça permet d'abord de les nettoyer de temps en temps. Hein, on en vide une complètement, on la nettoie et puis on a toujours le reste à côté. C'est ça qui est important aussi qu'on oublie, puisque là on parle vraiment de cette récupération d'eau, mais on ne parle pas de comment est-ce qu'on nettoie ces cuves. Donc comme tu le disais, avoir plusieurs cuves, ça permet justement de pouvoir renouveler, de pouvoir passer au nettoyage. De gérer le nettoyage des cuves. Et nous on a mis un dispositif, d'ailleurs dans nos citernes de 7500 litres, parce que j'ai même fait augmenter le couvercle. Parce qu'avant, c'était des couvercles de 50 cm. Et puis, je me suis dit qu'en mettant une échelle dedans, plus le volume du polynésien, ça n'allait pas passer. Donc, on a mis un couvercle de 70 cm. Et j'ai mis un dispositif au fond de la cuve pour bloquer l'échelle. De manière à ce que l'échelle soit pratiquement verticale, de manière à ce qu'on puisse passer. Voilà. Donc il y a beaucoup d'adaptations finalement à ce genre de système. Par exemple, à Rangiroa, là on parle plutôt sur l'eau collective, l'eau de pluie est vendue à 13 francs le litre. Finalement, la nécessité de cette eau justifie un prix assez accessible. Comme je le disais tantôt,
La potabilité est un principe nouveau qui est arrivé dans nos communes. Et la commune se doit de produire de l'eau potable. Actuellement, la commune stocke suffisamment d'eau et rend cette eau potable au travers des dispositifs de filtration, de plusieurs filtres, hein, avec ultraviolet. Mais la tendance qu'on a remarquée, c'est que les gens ne s'arrêtent pas qu'à la consommation d'eau potable. Ils vident leur citerne, ils veulent venir chercher de l'eau à la commune, de l'eau courante. Oui, oui. Et l'eau courante ne fait pas partie de la compétence des communes de vendre de l'eau. De l'eau courante. C'est de l'eau potable que nous devons vendre à la population. Et c'est ça la grande discussion. Et lors de l'élaboration du schéma directeur de l'eau potable dans les Tuamotu, on s'est limité à la production. Donc, il y a un robinet, l'eau à la sortie est traitée, potable, et la population vient récupérer soit au travers des bouteilles de 18 litres, ils repartent. C'est la solution la plus simple et la mieux gérable pour tout le monde. Mais aujourd'hui, malgré ces solutions qui sont simples et gérables, il y a quand même une petite difficulté, comme on le disait, liée parfois aux périodes de sécheresse pour pouvoir donner de l'eau à tout le monde. Non, la commune s'est investie dans du stockage. D'accord. Ce sont des citernes de M. Pellman de 7500. On est même allé à des citernes de 300 000 litres. Oui, et ça, c'est en métallique. En métallique, ouais, on a suffisamment pris nos moyens pour que la commune ne soit jamais à court d'eau. En rupture de stock. Voilà. Pour ne pas être en rupture des stocks, en toute logique, Bernard, il faudrait pouvoir envisager une dizaine de bassines de stockage pour être sûr et certain? Peut-être pas une dizaine. Hein. Ouais. Mais moi, je pense que déjà, comme je disais tout à l'heure, le service de l'hygiène a exigé dans les permis de construire pour les Tuamotu à ce qu'il y ait 2 citernes de récupération d'eau de 7500 litres, ce qui fait déjà 15 mètres cubes. Enfin, c'est quand même déjà énorme. C'est quand même déjà énorme. Hein. Alors, à la limite, une 3e citerne de cette capacité, d'accord. Bon, là, je pense qu'après, quand même, c'est gérable pour les gens. Donc, par où est la meilleure solution aujourd'hui pour une meilleure gestion de l'eau et pour que tout le monde puisse y avoir accès? Ça serait que chacun ait ses propres cuves, comme vient de le dire Bernard, et que finalement, on ait des solutions individuelles? C'est le cas actuel. Ah ben, il y a des solutions collectives, il y a des solutions individuelles. Exactement. Ouais. Le seul problème, c'est le particulier. Il faut un peu de responsabilité personnelle. Ouais. Par exemple, à la première eau, c'est de vider. Une fois que la pluie, c'est de vider tout ce qui est acheté. Les eaux d'arrage du toit. Et puis après, quand il pleut, il faut regarder un peu la gouttière. Est-ce que ça déborde? Exactement. Et pourquoi ça déborde, il faut retirer. C'est cet engagement que nous souhaitons que la population participe activement. Le dispositif, il n'y a pas de problème avec le dispositif. On peut avoir autant d'eau que nous voulons. Mais si le particulier n'apporte pas un brin de responsabilité, tout le dispositif s'avère inutile. C'est de l'eau sale qu'on va jeter. Comme tu disais tout à l'heure, Bernard, aujourd'hui, le service de l'hygiène, pour chaque permis de construire dans les îles, il y a une obligation d'avoir 2 citernes. Mais ça ne freine pas les particuliers d'avoir justement un prix en plus à devoir ajouter sur le permis de construire? Alors, il faut dire quand même que le territoire a apporté aussi sa contribution, puisque dans le transport des cuves pour les Tuamotu, le territoire, que pour les 7500 litres, hein, je précise, il prend 50% en charge. Hein, le territoire, pour le fret. Hein, et pour le transport seulement, voilà. C'est ça. C'est déjà pas mal, hein, parce que c'est vrai que ça coûte assez cher, parce que c'est volumineux, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'au-delà de l'aide du pays, Paro, il faut aussi pouvoir compter parfois sur l'aide des entreprises, justement, dans ce sens. Tout le monde est partenaire dans le projet de l'eau, hein, que ce soit à Tahiti ou dans les îles. Chaque entreprise qui travaille avec l'eau devient notre partenaire je dirais, prioritaire, quoi. On a besoin de travailler avec tout le monde. On n'a pas une science infuse. D'ailleurs, la potabilisation d'aujourd'hui, c'est un travail collectif entre les SPC, les communes et les entreprises qui ont proposé des solutions. Bien sûr. On a dû adopter un système qui n'existe nulle part dans le monde entier pour répondre à cette obligation réglementaire du pays. Trouver des systèmes de filtration qui puissent enlever toutes les saletés, la poussière, les sédiments, l'odeur et un UV pour les bactéries. Pour rendre cette eau aussi
aussi proche de la potabilité. Et c'est d'autant plus important puisqu'il y a un dérèglement climatique qui a lieu en cours. En 2022, il y a un article qui affirmait que le dérèglement climatique mondial à l'horizon 2050 allait entraîner au Fénois une hausse sensible des températures, alors soit, mais surtout une diminution des quantités de pluie sur certaines îles. Donc, il faut commencer dès maintenant à s'adapter. On a déjà amorcé. Tout à fait. On a déjà amorcé, ça fait 2 ans. Je parle d'un projet que nous avons initié ensemble au sein du SPC et auprès des maires des Tuamotu. Pendant 2 ans, nous avons regroupé tous les élus de Tuamotu pour discuter de ce problème climatique qui se pose, qui va se poser dans les 10 années à venir. C'est de travailler sur demander au pays de remettre le dispositif de financement de ces citernes à hauteur de 4000 citernes sur les 5 ans. Voilà. Pour apporter un soutien aux particuliers, pour que le particulier ait de l'eau courante chez lui. Parce que la commune ne peut pas fournir de l'eau courante. Ce n'est pas dans ses obligations. C'est de la potabilité qu'elle doit fournir. Je vois qu'en face, Bernard, tu voulais réagir à ce que vient de dire Paroé. Oui, bah là, de toute façon, c'est exactement le programme qui avait été fait au début des années 2000, où là, justement, on allait nous-mêmes directement installer les citernes dans les Tuamotu, et où le particulier ne payait que 10% du prix global avec l'installation. Donc c'était quand même très intéressant pour les particuliers. Et on s'estime d'autant plus heureux puisqu'il y a quelques dizaines d'années, dans les années 70-80, quelque chose comme ça, c'était totalement différent. Tu peux nous raconter, Bernard? Ah bah oui, dans ces années-là, c'était vraiment... c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait la récupération particulière, mais c'était du n'importe quoi, c'est le coup de le dire. Là, il n'y avait aucune potabilité, il n'y avait rien, c'était même grave, parce qu'on se demandait comment le corps humain pouvait accepter ce genre de situation, parce que l'eau, pour l'être humain, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc là, quand on voyait ce que les gens pouvaient arriver à boire, c'était quand même assez miraculeux. Paroé? Non, l'eau potable, actuellement dans nos communes des Tuamotu, l'eau potable, elle est servie au village, au village principal. Il existe des habitations dans les autres motus. Nous avons le même système de stockage, des citernes, mais qui ne sont pas traitées. Mais là, on continue de consommer cette eau de pluie non traitée. Soit en la faisant bouillir, ou soit en mettant du citron à l'intérieur pour... Voilà. C'est vrai qu'en préparation de cette émission, Bernard, tu me racontais que c'était pas dans des cuves en plastique comme aujourd'hui, c'est des cuves en ferraille, des fois c'était récupération des cuves de 200 litres là, par lesquelles ils amenaient de l'essence ou voilà. Et les gens se servaient de ça pour mettre sous la gouttière pour récupérer de l'eau. Alors là, bien sûr, au bout d'un moment, ces citernes-là étaient toutes rouillées, tout ça, c'était vraiment impressionnant. C'était le bon vieux temps, j'ai envie de dire, en étant un peu sarcastique. On vivait bien de cette eau. Et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on a eu l'idée, après, de dire, tiens, pourquoi pas, on pourrait faire des citernes beaucoup plus de qualité alimentaire, surtout, parce que nous, les produits que l'on utilise aujourd'hui pour fabriquer ces citernes sont de qualité alimentaire. Même le colorant. Parce que ce qu'il faut dire aussi dans la partie technique, c'est que pourquoi les citernes sont noires? Ça paraît bizarre. Oui, il me semble que c'est pour éviter les bactéries. Non, les UV. Les formations d'algues à l'intérieur. Et ça, parce que les UV favorisent la progression des algues et tout ça. Donc, on les met en noir, on les fabrique en couleur noire de manière à ce qu'il n'y ait pas d'UV qui puisse pénétrer. Donc même dans la couleur, il y a toujours des solutions à ces difficultés liées à l'eau de pluie, à l'eau potable. Paroé, pour justement pallier au fait qu'il y a ce réchauffement climatique et qu'on aura de moins en moins de pluie, d'après Météo France, est-ce qu'il ne faut pas diversifier les techniques de collecte d'eau de pluie? Par exemple, on parle d'osmose inversée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des machines en 2014, 2008. En 2008, les premiers osmoseurs sont arrivés au Tuamotu et c'est l'État qui a favorisé la mise en place de ces machines dans les Tuamotu. Anna et Faïté ont bénéficié de 2 osmoseurs, Reao, Hikueru, Marukau et Tatakoto. Sur les osmoseurs financés, aujourd'hui, il y a peut-être un seul osmoseur qui a tourné. Hao, qui a vécu l'ère militaire, en a bénéficié. Et aujourd'hui, la commune est revenue à l'eau de pluie.
Parce que la technicité de ces machines nécessite Un suivi. entretien régulier et une formation spécifique. Oui. Et ces machines-là ne doivent pas se reposer un mois. Et il faut qu'elles tournent en permanence, sinon il y a un colmatage de sel qui va se former au niveau des membranes. Ça demande une technicité et ça coûte cher. Ah oui, ça a l'air beaucoup plus compliqué que juste je parlais récupérer de l'eau plus pluie. de 600 millions que l'État a mis en place pour des instruments qui ne marchent plus aujourd'hui. Hein. Donc finalement, il faut bien se rendre compte de la chance que l'on a de pouvoir récupérer cette eau de pluie. Exactement. Puisque Bernard, toi, tu as connu cette osmose inversée. Ah ben bien sûr, bon là je ne veux pas raconter ma vie, mais j'étais à Muron-Roi et on produisait 1200 mètres cubes par jour. Voilà. Donc ça c'était... Et d'ailleurs il y a un des osmoseurs après qui a été transféré à AO. Oui. Et donc j'avais aussi l'entretien de l'usine électrique et puis de la formation, de la production d'eau. Jusqu'à la fermeture en 2000. Paroué, pour terminer l'émission. La grande difficulté de ces dispositifs nouveaux, c'est que le CGT, le CGCT, là, le Code des communes d'aujourd'hui, oblige les communes à une certaine rentabilité. L'eau doit se payer par l'eau 1, l'eau doit payer l'eau. Un osmoseur, pour une petite population d'une centaine de personnes, qui a une capacité de production de 200 mètres cubes, personne ne pourra amortir ces dépenses. Ça veut dire que le prix de l'eau sera à 500 francs le litre. Et là, personne ne viendra acheter ton eau. Donc finalement, l'eau de pluie, cette ressource qui est précieuse, mais souvent mal exploitée finalement, peut-être qu'on y réfléchira tous ensemble un peu plus longtemps lors de la prochaine pluie pour installer chez soi des solutions pour récupérer et stocker ce cadeau du ciel. Justement, on va pouvoir poursuivre avec Touterei Viro, chef de projet rivière et milieux aquatiques de la DIREN. Comment mieux gérer l'eau de pluie? Quel rôle a la DIREN? Ça sera les questions que nous lui avons posées dans vos questions express. Je me présente, Viro Touterei, donc je suis chargé de projet à la direction de l'environnement en charge des rivières et milieux aquatiques. Alors, il faut savoir que la direction de l'environnement, en fait, on pilote la politique de l'eau. Alors, cette politique de l'eau est constituée en 3 grandes orientations. La première, c'est justement l'accompagnement aux communes. La deuxième, c'est de préserver la ressource en eau de cette or bleue. Et la troisième, c'est toute la partie gouvernance. Voilà, donc la DIREN est là en support pour pouvoir en fait donner des avis techniques sur la partie plus environnementale, sur la préservation de cette ressource en eau. Alors pour identifier ces différentes zones où il y a des cas de sécheresse, on fait appel à, on n'a pas la science infuse, on fait donc appel à des experts. Donc on collabore avec Météo France, mais pas que. Il y a par exemple l'OFB, l'Office français de la biodiversité aussi, qui nous accompagne sur certaines questions. Tout récemment, on a pu travailler par exemple avec Météo France pour identifier plus précisément et caractériser en fait le climat qui va se dessiner sur les Tuamotu, du fait que ce sont des îles basses, donc ils sont plus sujets aux variations météo, etc. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on fait appel à des experts où on met en place par la suite des stratégies pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Alors, on ne peut pas agir uniquement, nous, de notre côté. Donc, on met en place justement des plans d'action en coordination avec plusieurs services, que ce soit les services du pays, mais aussi de l'État, en accompagnant en associant également les communes. Par exemple, c'est pour se prémunir de ces périodes de sécheresse plus importantes. Donc, c'est tout simplement se doter de capacités de stockage de l'eau, donc des citernes plus grandes, ou réduire la consommation en eau par exemple en donnant des périodes d'utilisation de l'eau et en coupant à certaines heures cette arrivée d'eau. Donc voilà, c'est de la restriction certes, mais pour le bien de la ressource en eau et pour sa préservation. De retour sur le plateau avec nos invités, on vous donne les meilleurs sites et les meilleures références tout de suite.
On commence avec spc.pf, le site internet finalement du SPCPF. Dans les dossiers, mieux gérer la ressource en eau tout simplement, vous aurez plusieurs articles sur les cycles de l'eau, la qualité, le coût, les fuites, la maîtrise et surtout le gaspillage de l'eau à la maison. Une bonne base de départ pour en savoir plus sur cette ressource puisque nous ne sommes pas forcément tous sensibilisés. N'hésitez pas à y faire un petit tour. La deuxième référence, c'est un livre Récupérer et utiliser l'eau de pluie, 4e édition qui date de 2023, donc qui est assez récente. La récupération de l'eau de pluie est essentielle dans certains lieux ou tout simplement pour réaliser d'importantes économies. Dans ce livre, vous découvrirez ce que l'on peut faire avec l'eau de pluie au jardin et dans la maison. Dans quel cas faut-il la traiter, quel équipement choisir et comment les installer tout simplement. Merci beaucoup Paroué d'avoir été présent aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard aussi. C'était avec un grand plaisir. D'avoir répondu justement à notre invitation et merci aussi à vous de suivre tous les jours votre émission Manava. On se retrouve très bientôt. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre V.A. Tahiti. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotato farerir a trahuma parhana.